C'est parti pour une nouvelle session d'information essentiellement économique sur votre télévision. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à l'instant précis pour vous informer. Cordial bienvenue à tous. Tout de suite les titres. En séjour de travail en Tanzanie, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a obtenu un premier lot de 200 000 tonnes de maïs pour inonder le marché du Haut-Katanga. L'objectif est de faire face à la crise de maïs qui se profile à l'horizon, suite notamment à la sécheresse qui frappe principalement l'Afrique australe. Les explications sont à suivre en début de ce magazine d'information. À suivre également à Kalemi, les activités commerciales sont paralysées suite aux inondations qui ont lieu depuis plusieurs semaines déjà. Le trafic routier est devenu difficile, sans oublier l'approvisionnement en vivres et autres biens de grande consommation qui est devenu un véritable casse-tête. Vous aurez les explications dans ce JT Business. Enfin, le professeur Jules Nkoulou sera l'invité business. Il est docteur en économie agricole. Il est enseignant en sciences agronomiques à l'université de Lubumbashi. Avec lui, nous parlerons de l'agriculture par irrigation envisagée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour faire face aux effets de la sécheresse. L'entretien est à suivre. Madame, Monsieur, voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Pour commencer, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe était en Tanzanie où il a signé un contrat de partenariat avec le gouvernement tanzanien pour l'achat d'environ 500 000 tonnes de maïs pour que le prix de cette denrée de grande consommation ne puisse pas flamber dans le Haut-Katanga. Il a obtenu ce contrat après négociation avec le ministre tanzanien de l'Agriculture. La première phase de ce contrat concerne l'achat d'environ 200 000 tonnes de maïs. Les explications dans ce reportage de nos confrères de la RTNC Lubumbashi. Durant 2 années, entre fin 2020 et début 2023, la province du Haut-Katanga a réussi à ne pas importer le maïs des pays voisins, mais la sécheresse qui vient de frapper plusieurs pays africains annonce une détresse dans la chaîne du maïs en RDC. Pour moi, je pense que c'est un grand défi. Je suis père de 5 enfants qui vont encore à l'école. Je dépends de l'agriculture, vraiment de l'agriculture. Alors je ne sais pas ce que je ferai cette année. La nourriture, la santé, l'école, tout vient du maïs, des arachides et des haricots. C'est ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga a pris les devants à Dodoma, la capitale de la République unie de Tanzanie, pays exportateur de maïs et d'autres produits vivriers. Jacques Kabula Katwe a rencontré le ministre de l'Agriculture, Hussein Baché, pour obtenir un partenariat d'achat pour des entrepreneurs au Katangais. Et aussitôt, la signature de ce contrat d'achat de 500 000 tonnes de maïs à un prix abordable est intervenue ce mardi 21 mai 2024 entre une société congolaise basée à Lubumbashi et le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires, Andrew Komba, aux côtés du secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture, Gérard Moueli. Notre présence ici est justifiée par les bonnes relations que tisse le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, avec la présidente de Tanzanie, Mama Samia, de par les relations entre les deux pays. Mais nous avons besoin d'aller plus loin que cela et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons soutenu l'entreprise congolaise qui se déploie à trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Ce qui entre dans la ligne droite de notre politique en tant que gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et donc la signature de ces contrats redonne l'espoir à tout un peuple et je suis sûr que c'est une première étape parce que la deuxième étape va venir. 2 jours plus tôt à Dar es Salaam, le gouverneur s'était entretenu avec le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires de la Tanzanie, grenier de ce pays voisin de la RDC. Entre-temps, le gouvernement provincial du Haut-Katanga renforce ses mesures d'accompagnement des fermiers et des producteurs locaux de maïs en vue de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, objectif poursuivi depuis la table ronde sur l'agriculture de septembre 2019.
Et puis, en bref et en images, Joseph Ars Kayumba, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, était auparavant en Afrique du Sud pour prendre part au salon agricole des Nampo Day à Nampo Park. Nous sommes justement en Afrique du Sud. D'après Joseph Ars Kayumba, mandaté par Jacques Kabula Katoué, gouverneur des provinces, le but de ce voyage était d'apporter des réponses rapides aux questions urgentes de la crise alimentaire qui se vit dans cette province de la République démocratique du Congo et l'approvisionnement en eau potable, notamment par la construction des fourrages. Autre titre, nouvellement nommé par l'arrêté provincial, les nouveaux receveurs d'impôts de la direction des recettes du Haut-Katanga, des RH4, et de la direction provinciale des impôts des prix H4 ont prêté serment devant les juges de la cour d'appel du Haut-Katanga. C'était lors d'une audience solennelle et publique au palais des justices de Lubumbashi. Merveille Mouhemba, Béni Mwamba, reportage. C'est conformément au prescrit de l'article 63 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ces jours, Kengoy Wangoy Jos et Moussissa Albert ont comparu devant cette composition de la cour d'appel du Haut-Katanga pour prêter serment en qualité de receveurs de la DRH4 pour les premiers et de la DPRI H4 pour les seconds. Je jure de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Faisant suite au réquisitoire de l'officier du ministère public, le président des chambres a donné acte de ces serments et a exhorté aux récipiendaires d'exercer leurs fonctions dans le respect des dispositions légales en leur qualité de comptables publics et assignataires des recettes. Les impétrants en sont bien conscients. C'est une grande fonction qui demande, comme nous venons de le faire, ça nous demande vraiment un engagement et nous devons travailler conformément à la loi. Parce que c'est nous qui devons assurer la mobilisation des recettes dans la totalité. Nous nous conformons à la loi et nous allons faire le travail selon ce que prescrivent nos codes ainsi que toutes les lois de la République. Dans leur nouvelle casquette, ces nouveaux receveurs mettront ainsi toute leur expertise à l'œuvre afin de permettre à ces deux directions qui constituent la régie financière provinciale à atteindre les assignations budgétaires quant à ce qui est de la mobilisation ou de la collecte des recettes à caractère provincial. On en vient à cet autre titre. À Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, l'aéroport de Kahinda rapproché des eaux, le port de la SNCC sous les eaux et une partie du boulevard Lumumba complètement inondée. C'est le tableau qu'affiche cette ville à la suite de la montée des eaux du lac Tanganyika. Cette catastrophe naturelle affecte significativement les activités économiques de la ville. Une fois de plus, Merveille Mouhemba sur ces images extérieures. Illustration, le boulevard Lumumba, artère principale de Kalemi, qui est dans les eaux depuis plusieurs semaines, entraînant ainsi à une paralysie totale des activités commerciales au regard de l'intérêt économique que présente cette route. Transport des personnes et des biens complètement perturbés, seuls les pirogues facilitent la traversée d'un bout à l'autre. Nous venons du travail, nous sommes en train de traverser vers la rive gauche, donc côté Kiseboué. Donc Talakaka, donc ça c'est toute la route principale, l'avenue Lumumba, transformée en lac. Les centres d'activité commerciale est submergé par les eaux du lac. Les commerçants ont momentanément fermé leurs activités. L'approvisionnement de la population en vivres et autres biens de consommation est devenu de plus en plus difficile. Les rares qui sont visibles se négocient à un prix élevé. Toutefois, la ville reste sous menace des eaux du lac, surtout en ce 6e et 7e mois qui pointent à l'horizon où des vents violents s'observent sur ces cours d'eau, un phénomène qui se produit chaque année.
Inondation à Kalemi, on y reste et on en parle encore. Le caucus des sénateurs élus du Tanganyika était chez Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre sortant, pour lui faire part de cette situation qui nécessite justement une intervention urgente du gouvernement. Voici leur déclaration dans ces propos recueillis pour vous par nos confrères de la RTNC. Merci beaucoup. Nous sommes des sénateurs du Tanganyika. Et avant de venir voir le Premier ministre, nous avons été voir d'abord le président du brodage du Sénat, à qui nous avons exposé le même problème que nous venons de le faire avec le Premier ministre. Il s'agissait de cas des inondations chez nous. On a sollicité à ce que l'intervention soit un peu plus urgente, étant donné qu'il y a des gens qui sont sans abri, des gens qui souffrent, qui n'ont plus de domicile. On a parlé des inondations au niveau de Kalemi, au niveau de Moba. Et le ministre, l'excellence a associé aussi l'excellence humanitaire qui est là. Et on a échangé. On espère que bientôt, comme il a dit, ils vont essayer de constituer une commission pour aller voir les réalités sur place. Et puis à l'étranger, les États-Unis sont disposés à pouvoir alléger les sanctions qui pèsent sur l'homme d'affaires israélien Dan Gertler, à condition qu'il renonce à ses intérêts dans les mines de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo. Cette décision des États-Unis d'Amérique ne fait pas du tout l'unanimité au sein de la société civile congolaise. Les explications dans ces commentaires, signé Marcus Akenda. Plusieurs médias américains ont rapporté cette information juste au moment où Washington cherche à sécuriser l'approvisionnement de ses industries en métaux critiques. Grâce à un accord signé en février 2022, le gouvernement congolais a pu récupérer une partie des avoirs de Dan Gertler dans les mines et le pétrole évalué alors à 2 milliards de dollars. Le milliardaire israélien conserve néanmoins une emprise importante dans le secteur minier local. En place depuis 2017, avec une levée temporaire dans les dernières semaines du mandat de Donald Trump, ces sanctions empêchent Dan Gertler d'utiliser ses filiales et avoirs américains pour mener des opérations économiques et financières. Elle s'explique par les allégations de corruption qui pèsent sur l'homme d'affaires, accusé par le Trésor américain d'avoir trempé dans des centaines de millions de dollars des transactions minières et pétrolières opaques sous le régime du président Joseph Kabila. Des acteurs de la société civile soutiennent que Dan Gertler s'est enrichi pour des centaines de millions de dollars américains grâce aux redevances qu'il détient sur la production des mines congolaises appartenant à Glencore, deuxième producteur mondial de cobalt, ou encore à Eurasian Resources. Certains spécialistes pensent que le départ du milliardaire israélien pourrait faciliter la mise en œuvre de la stratégie de Washington consistant à s'approvisionner en cuivre et en cobalt auprès des mines congolaises pour soutenir la transaction énergétique aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo avait signé le 24 février 2022 un accord à l'amiable avec le groupe Ventura détenu par Dan Gertler afin de mettre fin aux contentieux judiciaires qui les opposaient. Conformément aux instructions du président de la République, cet accord devait permettre à l'État congolais de récupérer les actifs miniers et pétroliers litigieux du groupe Ventura en RDC, a rapporté une dépêche de la cellule des communications de la présidence. Place à présent à l'invité business. Il s'agit du professeur Jules Nkoulou. Il est docteur en économie agricole et enseignant en sciences agronomiques à l'université de Lubumbashi. Avec lui, nous parlons justement de l'agriculture par irrigation telle que envisagée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour faire face à la sécheresse. Voici l'échange. Professeur Jules Nkoulou, aujourd'hui pour contrer la sécheresse, le Haut-Katanga envisage l'agriculture par irrigation. Vous êtes expert dans ce domaine. Qu'est-ce que vous en pensez? L'irrigation comme solution à la sécheresse, oui. Mais il y a des pays qui utilisent cette technique déjà, qui portent des fruits. En Afrique du Sud, par exemple, quand il pleut, les gens font des réserves, constituent des réserves d'eau dans des étangs, et cette eau est ultérieurement utilisée à des fins agricoles. On pourrait faire la même chose. Il y a l'irrigation par goutte à goutte. Donc on installe des tuyaux à la distance des écartements culturaux, de sorte que
la plante, on envoie dans les tuyaux une quantité d'eau, mais qui tombe à l'endroit où la plante est, de sorte que la plante utilise toute la quantité d'eau qu'on lui envoie. Il y a ceux qui font aussi l'irrigation en tirant l'eau des rivières grâce à des motopompes. Ils ont des tourniquets, ils ont des tuyaux, etc. Mais bref, la plus grande contrainte, c'est qu'il y ait de l'eau. Oui, prof, vous avez parlé des contraintes. Dans une zone comme le Haut-Katanga, quelles sont les contraintes liées à cette stratégie? Bon, ça dépend du mode que l'on veut utiliser. Si je prends les étangs, la réserve d'eau dans les étangs, eh bien là, il va falloir, la contrainte va être certainement une contrainte d'ordre financier pour acquérir, d'abord pour creuser, et puis pour acquérir des bâches, des vibromembranes qui permettent à ce que l'eau puisse être emmagasinée sans pouvoir s'enfoncer dans le sol. Alors pour ça, il faudra certainement acheter. Ensuite, il faudra aussi une formation. C'est aussi une contrainte. Une formation, apprendre aux gens comment le faire et comment utiliser cette eau de manière efficiente. Si on prend le goutte à goutte, eh ben, il faudra aussi des moyens pour pouvoir s'acheter des tuyaux et apprendre aux gens comment, par culture, comment arriver à faire des trous dans les tuyaux, aux écartements qu'il faut pour pouvoir, comment dirais-je, approvisionner les cultures en eau. Mais si on prend le forage, il faudra aussi avoir les moyens de forer. Aujourd'hui, un forage bien fait coûte autour de 5 000, 7 000. Bon, il faudra forer, ensuite remonter l'eau en hauteur pour que lorsqu'on veut l'utiliser, on puisse, par décantation, on puisse avoir des tuyaux qui amènent l'eau. Voilà, ça dépend en fait de la technique que vous utilisez, mais la culture par irrigation pourrait être une solution. Mais attention, il faut que l'eau soit disponible. Comment alors capitaliser cette stratégie? C'est une stratégie qui demande à la fois des moyens financiers, mais aussi des moyens humains. Donc il faut que, par exemple, le ministère de l'Agriculture au niveau provincial puisse soutenir le renforcement des capacités d'un certain nombre d'ingénieurs agronomes à l'inspection de l'agriculture. On peut même les envoyer voir ce qui se fait en Afrique australe, leur donner les moyens, et ensuite ils peuvent venir appliquer ça ici. Mais j'insiste sur le fait que les points d'eau que nous avons ici doivent être protégés. Il faut absolument éviter de déboiser les berges des rivières. Il faut éviter de déboiser les environs des sources d'eau. Voilà, les galeries forestières, il faut vraiment les conserver parce que c'est là qu'on trouve encore de l'eau à profusion. Professeur June Koulou, merci. Merci à vous. Votre JT Business se poursuit à présent. Place aux informations en bref et en images. D'abord, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, a annulé les attestations d'enregistrement obtenues frauduleusement par 9 sociétés de sous-traitance du groupe ERG. L'annonce a été lue sur les antennes
de la télévision nationale récemment. Parmi ces 9 sociétés sous-traitantes figurent notamment Metalcol, Frontier, Boss Mining et Comidé. Celles-ci étaient impliquées dans le phénomène de prête-nom. Après leur radiation du marché de la sous-traitance en RDC, la RCP, la RSP récupère 500 millions de dollars qui feront l'objet des nouveaux appels d'offres. Ensuite, l'Assemblée provinciale du Congo central s'est engagée récemment à solliciter une rencontre avec le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, pour déposer le mémo reçu des agents de l'ONATRA en protestation de la mise en concession de cette entreprise publique conduite par l'intersyndicale, la délégation des agents de l'ONATRA, Matadi Boma, qui a remis au président de l'Assemblée provinciale du Congo central le mémo décriant la mise en concession de cette entreprise publique, avait auparavant procédé à une marche de protestation qui était partie de la mairie de Matadi jusqu'au gouvernorat du Congo central, où elle a procédé à la lecture de son mémorandum devant la ministre provinciale en charge de la justice, communication et porte-parole du gouvernement provincial, qui a représenté le gouverneur de province en déplacement à Kinshasa. Et puis enfin, l'alimentation en électricité des zones économiques spéciales dans l'espace Katanga était au centre d'une réunion stratégique présidée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a-t-on appris des sources officielles. Pour Julien Paluku, c'est une bonne nouvelle pour la promotion de la transformation locale des ressources minières dans l'espace Katanga, car l'alimentation en énergie électrique des zones économiques spéciales dans cette partie du pays par la société KEC-STF est une bonne chose. Pour lui, il s'agit de la ferme détermination de la société KEC-ST de produire dans un premier temps 75 MW qui vont contribuer à booster la transformation locale des ressources minières, car, dit-il, l'énergie constitue un élément clé dans l'industrialisation de tout un pays. À présent, voici la tendance des prix des denrées alimentaires des grandes consommations à Lubumbashi, la semaine du 20 au 26 mai 2024. Vous constaterez que les prix n'ont pas du tout bougé. Un carton de cuisse poulet se négocie entre 92 000 francs congolais et 59 000 francs congolais. Ça dépend des poids. Et un carton de chinchard se négocie entre 159 000 francs congolais et 135 000 francs congolais, alors qu'un sac de farine de 25 kg s'achète actuellement entre 52 et 50 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg, il se négocie à 79 000 francs congolais, alors qu'un sac de sucre de 25 kg revient à 100 000 francs congolais. Un sac de braise, il s'achète à 15 000 francs congolais, voire 21 000 francs congolais, alors qu'un bidon de 5 litres d'huile végétale se négocie actuellement à 25 000 francs congolais. Ceci nous permet de pouvoir parler de la tendance des prix des produits miniers sur le marché international la semaine du 20 au 25 mai 2024. Le cuivre, il est en légère augmentation car il atteint 10 334 $ la tonne, alors que le cobalt est en chute de prix. Il se négocie à 27 476 $ la tonne. L'or, quant à lui, est à 2 358 $ l'once. Et pour finir, voici l'évolution du taux d'échange selon les données de la Banque centrale du Congo, BCC. $1 américain à l'achat, il équivaut à 2737 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 2849 francs congolais. 1 euro à l'achat, il équivaut à 2963 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 3084 francs congolais. 1 franc CFA à l'achat, il équivaut à 4 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 4 francs
congolais toujours. Un kwacha zambien, 108 francs congolais à l'achat et 112 francs congolais à la vente. Et enfin, un rand sud-africain équivaut à 148 francs congolais à l'achat et 155 francs congolais à la vente, selon la Banque centrale du Congo. Madame, Monsieur, ici s'achève votre magazine d'information essentiellement économique, le JT Business. Merci de nous regarder. Restez avec nous.